Dans l'univers foisonnant de Tensei Shitara, Slime Dataken, aussi connu sous le nom de Moi, quand je me réincarne en slime, la puissance de l'Imul Tempest, le slime au cœur d'or devenu roi des mœurs, est indéniablement impressionnante. Cependant, même ces exploits extraordinaires pâlissent face à l'entité primordiale qui se dresse au sommet de toute la création. Veldanava, le roi stellaire, le véritable père de l'univers et de tout ce qui y réside, ce n'est pas une simple exagération. Veldanava est l'alpha, l'origine, l'étincelle divine qui a donné vie à l'existence elle-même, un être d'une puissance si écrasante qu'elle défie toute compréhension. Avant même que le concept de temps ou d'espace n'existe, il n'y avait qu'une volonté unique, une conscience omnisciente et omnipotente, flottant dans un néant absolu. Cette volonté, c'était Veldanava, un être numérique d'une envergure colossale, une entité qui connaissait chaque événement, chaque possibilité, chaque futur, avant même qu'il ne prenne forme. Imaginez un esprit si vaste qu'il englobait l'intégralité des lois de l'univers. Un être capable de manipuler la réalité par la seule force de son imagination, pourtant même cette omniscience absolue finit par lasser Veldanava. Dans un élan d'ennui cosmique, il décida de rompre la monotonie de son existence en façonnant quelque chose de nouveau, un multivers, un espace infini où d'autres volontés pourraient émerger et où le temps permettrait aux événements de se dérouler dans un ordre séquentiel. C'est ainsi que Veldanava, par un simple caprice divin, donna naissance à l'espace et au temps. Il ne s'agissait pas d'une création laborieuse ou d'un effort titanesque, mais d'un acte aussi naturel pour lui que respirer l'être pour un mortel. Il modela le grand esprit sacré, la source de toute énergie spirituelle, et le divisa en 7 serviteurs primordiaux. Les 7 anges primordiaux, des entités d'une pureté et d'une puissance inégalée, chargés d'assister leur créateur dans la gestion de son œuvre. Cependant, chaque lumière projette une ombre. La création de ces anges laissa derrière elle un résidu, une énergie obscure qui donna naissance aux 7 démons primordiaux, des entités tout aussi puissantes, mais marquées par une nature chaotique et indomptable. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai déjà réalisé une vidéo entière sur les 7 démons primordiaux de l'univers de Tensura. Alors n'hésitez pas à aller la regarder après avoir fini de regarder cette vidéo. Veldanava ne s'arrêta pas là. Sa puissance, si inconcevable qu'elle soit, se manifesta dans une capacité appelée effondrement imaginaire, une compétence permettant de créer des univers entiers à partir de l'énergie du néant, une force si destructrice qu'elle pouvait anéantir tout ce qu'elle touchait. Avec cette énergie, Veldanava forgea le monde cardinal, le cœur battant de son multivers, un monde destiné à accueillir des esprits puissants et immortels qu'il nomma les Hommes divins. Pour poser les bases de cette création, il donna vie à Twilight Valentine, le père de Luminous Valentine, une entité conçue pour servir de prototype aux mortels. Twilight était parfait, trop parfait même. Dépourvu de genre ou de concept de reproduction, il ne pouvait répondre aux attentes de Veldanava pour peupler son monde. Face à cet échec, il créa les Hautes-Humains et les Vampires, des êtres dotés d'une longévité exceptionnelle et d'un savoir immense. Mais leur ego démesuré les rendit autodestructeurs, incapables de coexister harmonieusement. Déçu, Twilight, sous l'impulsion de Veldanava, donna alors naissance aux humains et aux demi-humains, des êtres finis, mortels, mais dotés d'une qualité unique, l'imagination. Contrairement aux anges primordiaux, aux démons ou aux géants, qui, malgré leur puissance infinie et leur existence multimillénaire, semblaient figés dans une stagnation créative, les humains apportaient une fraîcheur, une inventivité qui révolutionna le monde. C'est précisément cette qualité que Veldanava recherchait. Des êtres comme l'Imul, capables en quelques années de transformer un monde endormi, de créer une culture riche avec du riz, du ramen, des mangas et des light novels, incarnaient la vision de Veldanava. Un monde vibrant, en perpétuelle évolution. Pour protéger ce monde naissant, Veldanava confia à son premier ange primordial la mission de surveiller le multivers et de neutraliser les menaces majeures comme Ivaraj, l'incarnation du mal absolu, ou les cryptides, des créatures insectoïdes cherchant à dominer les différents royaumes avec l'ambition de supplanter leur créateur.
Mais Veldanava, dans un acte d'une générosité presque inconcevable, choisit de disperser une partie de son autorité divine. Il créa les compétences ultimes, des fragments de son pouvoir qu'il libéra dans le cycle de la nature, permettant à ces compétences de choisir leur propre maître. Lui-même ne conserva qu'une seule compétence, Michael, le summum du contrôle et de la domination. C'est à cette époque que Veldanava croisa la route de deux êtres d'exception, la milice, la reine des esprits, et Guy Crimson, le démon primordial à la puissance dévastatrice. Lors d'un affrontement épique, Guy, impressionné par la force de Veldanava, développa la compétence unique orgueil, qui évolua plus tard en la compétence ultime Lucifer. Fasciné par leur potentiel, Veldanava leur confia des rôles d'administrateurs. La milice devint la guide des héros et la gardienne des esprits, tandis que Guy, en tant qu'archidémon, prit la responsabilité de maintenir l'équilibre du monde à la fois comme protecteur et menace. Ce duo devint les gardiens du monde cardinal, agissant au nom de leur créateur. Des millénaires plus tard, environ 2000 ans avant les événements principaux, Veldanava rencontra Rudra, le prince héritier du royaume de Nazca. Reconnaissant son potentiel, il en fit son disciple, le formant pour devenir le premier héros élu, capable de rivaliser avec Guy, alors unique roi démon. Dans un geste audacieux, Veldanava céda à Rudra la compétence ultime Michael, prenant en échange Uriel, une compétence qui jouerait plus tard un rôle crucial dans l'ascension de Limul. Ce choix, bien que généreux, planta les graines d'une tragédie future, car Michael allait corrompre Rudra, le poussant vers une voie destructrice. Au cours de cette période, Veldanava tomba amoureux de Luthia, la sœur de Rudra, une mortelle dont la présence bouleversa son existence divine. De leur union naquit Milimnava, une fille d'une puissance inouïe, héritière du sang divin de son père. Pour s'assurer que Milim ne soit jamais seule, Veldanava utilisa le reste de son énergie pour créer un dragon, un compagnon fidèle, destiné à veiller sur elle. Mais cet amour pour une mortelle et la création de Milim eurent un coût. Veldanava, en abandonnant son omniscience et une grande partie de son énergie, devint vulnérable, presque humain. Il renonça à son immortalité pour vivre une vie simple aux côtés de sa famille, un choix qui, bien que touchant, le rendit mortel. Cette paix fragile ne dura pas. Une armée d'elfes, pour des raisons encore empreintes de mystère, attaqua le royaume de Veldanava, entraînant la mort tragique de Lucia et de Veldanava lui-même. Cet événement bouleversa le monde cardinal, déclenchant la fureur de Milim et posant les bases de la création du Conseil des Rois Démons, une institution qui allait façonner l'histoire du monde. Je suppose que vous avez envie de voir une vidéo dédiée au Roi Démon de l'Octagramme. Eh bien, ne vous en faites pas, j'ai déjà réalisé une vidéo entière que j'ai scindée en 2 parties, avec tout ce qu'il y a à savoir sur tous les rois qui ont fait partie du Conseil, ainsi que l'Octagramme actuel. Alors, vous pouvez aller regarder cette vidéo après, si vous en avez envie, mais avant que cette tragédie ne survienne, Veldanava avait également créé les véritables dragons, ses frères et sœurs, des entités d'une puissance colossale. Velzahar, le dragon de givre, réside dans son palais gelé, partageant une relation complexe et passionnée avec Guy Crimson. Velgrind, quant à elle, règne dans le palais de l'Empire de l'Est, fascinée par Rudra, le premier héros. Puis il y a Veldora, le dragon des ouragans, un être à part. Contrairement à ses sœurs, Veldora a connu une évolution unique, ayant passé 2 ans à l'intérieur de l'espace imaginaire de Limul, où il a non seulement affiné sa puissance, mais aussi développé une personnalité excentrique. Pendant ce temps, Veldora ne s'est jamais ennuyée, s'immergeant dans des activités aussi variées que la lecture de mangas comme DBZ, d'où son amour pour les Kamehameha. Ainsi, Veldanava, le roi stellaire, reste une figure inégalée, un créateur dont la vision a façonné non seulement le monde cardinal, mais l'ensemble du multivers. Sa quête d'un monde vibrant, porté par l'imagination des mortels, continue d'inspirer des êtres comme Limul, qui, en quelques années, a accompli ce que des entités millénaires n'ont jamais osé rêver. Cependant, la disparition de Veldanava, le roi stellaire, a jeté une ombre immense sur l'univers de Tansura. En tant qu'entité numérique suprême, transcendant toutes les hiérarchies du multivers, son pouvoir était si absolu qu'il redéfinissait les concepts même d'existence et de création. Pourtant, après sa mort tragique aux côtés de Lucia, son absence a laissé ses serviteurs dans un état de confusion
et de désespoir. Malgré leur foi inébranlable en son retour, Veldanava, le créateur de tout, reste introuvable. Cette énigme a donné naissance à d'innombrables théories parmi les habitants du monde cardinal. Certains croient qu'il s'est détourné de ses créations, déçus par leur incapacité à incarner sa vision d'un monde vibrant d'imagination. D'autres affirment qu'il a volontairement légué son héritage à sa fille, Milim Nava, pour qu'elle guide l'univers à sa place. Les plus audacieux imaginent qu'il s'est retiré dans un plan d'existence lointain, observant son multivers comme un spectateur détaché, savourant le chaos et la beauté de ce qu'il a bâti. Mais pour les serviteurs de Veldanava, ces spéculations ne suffisent pas à combler le vide laissé par leur maître. Leur loyauté envers le roi stellaire est absolue, et l'idée qu'il puisse ne jamais revenir est une blessure insupportable. Parmi eux, Michael, autrefois connu sous le nom de Rudra, lorsqu'il était possédé par la compétence ultime Michael, s'est rebellé contre cette absence. Consumé par une obsession brûlante, il s'est lancé dans une quête désespérée pour ressusciter Veldanava. Son plan repose sur un acte d'une audace presque sacrilège. Collecter les facteurs draconiques, les essences vitales des véritables dragons, ces entités nées directement de la volonté du roi stellaire. Ces essences, bien plus que de simples sources de pouvoir, sont des fragments de l'héritage divin de Veldanava, des clés potentielles pour ramener leur créateur à la vie. Mais ce projet titanesque est menacé par une force imprévisible. L'Immule Tempest. Revenu du bout du temps avec des connaissances qui pourraient ébranler les fondations mêmes du multivers, et si, comme certains le murmurent, l'Immule était bien plus qu'un simple slime, une théorie audacieuse circule, suggérant qu'il pourrait être une réincarnation de Veldanava lui-même, un écho du roi stellaire, revenu pour accomplir ce que son créateur n'a jamais achevé. Pour l'heure, Feldway a déjà mis la main sur l'essence de Velzar, le dragon de Gleiss, la deuxième née des véritables dragons. Conçu pour être l'égal de Veldanava en termes de rang hiérarchique, Velzar est une entité d'une puissance colossale, avec une énergie potentielle estimée à 74 millions, la plaçant parmi les élites du temps sur Averse. Bien qu'elle n'atteigne pas le niveau de son frère aîné, dont la puissance défiait l'imagination, Velzar est capable de se réincarner indéfiniment et de manipuler les lois fondamentales du monde. Contrairement à Veldanava, dont la sagesse était infinie, Velzar est marquée par un orgueil démesuré et une possessivité presque puérile, un trait qu'elle partage avec ses frères et sœurs draconiques. Cependant, elle se distingue par une certaine retenue. Dissimulant ses émotions sous une façade glaciale, un contraste frappant avec l'impulsivité de son jeune frère, Veldora. Velzar préfère l'isolement dans son palais de glace, niché au cœur du continent gelé, loin des tumultes du monde cardinal. Indifférente aux affaires des mortels, qu'elle considère comme insignifiants, elle ne quitte son sanctuaire que lorsque sa curiosité est piquée. L'un des rares à avoir éveillé son intérêt est Guy Crimson, le démon primordial et administrateur du monde cardinal. Lorsqu'elle apprit qu'un simple démon avait osé défier Veldanava dans un combat légendaire, son orgueil fut piqué au vif. Comment un être inférieur pouvait-il se mesurer au roi stellaire? Déterminé à punir cette arrogance, Velzar provoqua Guy en duel. Leur affrontement, qui s'étendit sur plusieurs jours, fut un choc titanesque, un balai de destruction où la puissance brute de Velzar rencontra le talent brut de Guy. Aucun ne céda véritablement. Et de cette rivalité naquit un respect mutuel, transformant leur relation en une alliance complexe, teintée d'admiration et de jalousie. À l'époque, Guy ne possédait que sa compétence unique Orgueil, qui évolua plus tard en la compétence ultime roi de l'Orgueil Lucifer. Velzar, fasciné par ce pouvoir qu'il avait forgé sans l'aide directe de Veldanava, admirait son talent tout en ressentant une pointe de jalousie, car elle-même avait reçu sa compétence ultime Gabriel directement de son frère aîné. Cette fascination prit une tournure dramatique lors de la guerre de Tainma. Malgré sa puissance colossale, Velzar tomba sous l'emprise mentale de Feldway, qui exploita sa compétence ultime Gabriel. Cette compétence, l'une des plus redoutables du Tensuraverse, lui confère un contrôle absolu sur le temps, permettant de figer ses adversaires dans une stase temporelle ou de manipuler des situations imprévues. Avec Gabriel, Velzar incarne la décélération, une force capable de stopper l'élan de n'importe quel ennemi. Pourtant, sa puissance est telle qu'elle pourrait briser l'emprise de Feldway si elle le souhaitait.
Mais sa jalousie envers Guy, choisi par Veldanava pour veiller sur le monde cardinal, la pousse à se laisser manipuler, du moins pour l'instant. Elle est tiraillée par un mélange d'admiration et de rancune. Comment Guy, un simple démon, a-t-il pu gagner la confiance de Veldanava, alors qu'elle, une dragonne véritable, n'a pas été choisie pour ce rôle? Cette alliance avec Feldway fait d'elle une menace terrifiante pour Limul et ses alliés. Capable de transformer des adversaires de classe catastrophe comme Frey, Carion ou Midray en sculptures de glace d'un simple geste, ou de tenir tête à une Milim enragée, Velzar est une force de la nature. Dans le passé, Velzar a déjà prouvé sa supériorité sur Veldora, le dragon des ouragans. Convaincue que ses actes de destruction massive nécessitaient une correction, elle l'a éduqué à sa manière, le terrassant à répétition pour réinitialiser sa personnalité. Ces combats, loin d'être fraternels, ont profondément marqué Veldora, le traumatisant durablement. Si, dans le volume 15, Veldora avait affronté Velzar au lieu de Velgrind lors de la guerre de l'Empire de l'Est, il aurait été écrasé. Velzar excelle dans le contrôle de son aura, dissimulant sa véritable identité au point de visiter Tempest sans que Limul ne détecte sa présence. Ses attaques, d'une précision chirurgicale et d'une efficacité énergétique redoutable, auraient anéanti Veldora, dont l'instabilité mentale l'aurait rendue vulnérable face à la discipline glaciale de sa sœur. Même avec sa compétence ultime Faust, Veldora n'aurait eu aucune chance, car les frappes de Velzar, même en forme dissimulée, ont déjà suffi par le passé à le mettre à terre. La puissance de Velzar est si écrasante qu'elle n'a jamais eu à déployer l'intégralité de son pouvoir, même face à sa sœur Velgrind. Sa compétence ultime Gabrielle lui confère un contrôle absolu sur le temps, une capacité qui la rend quasi invincible, capable de figer ses adversaires dans une stase temporelle ou de manipuler les événements à sa guise. Pourtant, malgré cette puissance dévastatrice, les fans restent sur leur faim, car les derniers volumes du light novel relèguent Velzar à un combat hors écran contre Guy Crimson, un duel titanesque qui s'étire sur 3 volumes sans révéler l'étendue de ses capacités. On ne peut s'empêcher de souhaiter que Fusée, l'auteur, accélère la cadence pour nous offrir enfin un aperçu complet de ce que Velzar peut accomplir. En attendant, Velzar reste une force redoutable, une entité qui surpasse la grande majorité des êtres les plus puissants du temps sur Averse. Bon, comme nous le savons tous, ce combat a finalement été montré, mais pour le coup je vais vous faire mariner un peu, mais on y reviendra. En tant que deuxième né des dragons véritables, elle incarne une puissance brute, capable de manipuler les lois du monde et de se réincarner indéfiniment, un héritage direct de son frère aîné, Veldanava. Velgrind, le dragon flamboyant, est la cadette des dragons véritables, née peu après Velzar. Pendant des millénaires, elle erra sans but précis dans le monde cardinal, souvent dans l'ombre de sa sœur aînée, passant son temps à contempler l'œuvre de Veldanava. Son histoire prit un tournant décisif lorsqu'elle croisa la route de Rudra, le premier héros élu, prince du royaume de Nazca. Lors d'un affrontement légendaire au Palais de Glace entre Rudra et Guy Crimson, Velgrind fut immédiatement captivé par la détermination et la force de Rudra. De cette rencontre naquit un amour profond, un lien qui allait façonner non seulement son destin, mais aussi celui du monde cardinal. Ensemble, Rudra et Velgrind transformèrent le modeste royaume de Nazca en l'Empire de l'Est, unifiant les royaumes orientaux sous une seule bannière. Cet empire, devenu une puissance incontournable, fut le fruit de leur ambition commune, mais aussi d'un équilibre cosmique. Guy Crimson, soutenu par Velzar et Rudra, soutenu par Velgrind, représentait 2 forces opposées, chacune renforcée par un dragon véritable. Velgrind, malgré son statut de dragonne véritable, se distingue par une compassion rare parmi ses pairs. Si elle partage l'orgueil caractéristique des dragons, elle est d'une douceur remarquable, notamment envers son jeune frère, Veldora, le dragon des ouragans. Cette affection s'est manifestée de manière éclatante dans le volume 15, lorsque Veldora, sous l'emprise de la compétence ultime Michael, fut absorbée par Limul Tempest. La fureur de Velgrind fut telle qu'elle menaça de tout détruire, ne s'apaisant qu'en apprenant que son frère était encore en vie. Pourtant, cette tendresse n'impliquait pas un respect total. Velgrind considérait Veldora comme inférieur, un dragon impulsif et immature, incapable de rivaliser avec sa puissance ou celle de Velzar. Ce jugement ne changea qu'après leur affrontement lors de l'invasion de Tempest par l'Empire de l'Est. Dans ce combat, Veldora, poussée à bout,
révéla un potentiel inattendu, au point que, sans l'intervention décisive de Tatsuya Kondo et de son attaque, il aurait pu être surpassé Velgrind, forçant cette dernière à reconnaître sa valeur. L'alliance entre Velgrind et Rudra ne se limita pas à leur lien affectif. Ensemble, ils fondèrent les Gardiens impériaux, une unité d'élite composée d'humains éclairés, capable d'évoluer en saint lorsqu'ils surmontaient l'adversité en combat. Velgrind, dissimulant son identité de dragon véritable, assuma le rôle de maréchal de cette force, guidant ses membres avec une autorité discrète mais implacable. Cependant, l'harmonie de Nazca fut brisée par une menace insidieuse. La compétence ultime Michael, dont Rudra était porteur, commença à prendre le contrôle de son esprit. Velgrind, déchiré par la transformation de son bien-aimé, tenta désespérément de le sauver. Dans un effort pour contrer l'influence de Michael et renforcer la cause de Rudra face à Guy Crimson, elle sollicita l'aide de Veldora, l'invitant à rejoindre l'Empire de l'Est. Mais Veldora, fidèle à sa nature impulsive, refusa et défia Velgrind en combat. Le résultat fut désastreux. Velgrind, avec sa puissance écrasante, le vainquit sans effort, dévastant une région entière de la taille du Brésil. Cette défaite humiliante de Veldora renforça l'emprise de Michael sur Rudra, qui, conscient de sa chute, demanda à Damrada et Kondo de l'éliminer s'il perdait totalement le contrôle. Malheureusement, il était déjà trop tard. Michael prit pleinement possession de Rudra, transformant l'empereur et ses vassaux, y compris Velgrind, en marionnettes à son service. La chute de Velgrind, le dragon flamboyant sous l'emprise de la compétence ultime Michael, fut aussi rapide qu'inattendue. En tant que porteuse d'une compétence ultime angélique, Raguel, roi de la charité, elle fut manipulée sans même avoir le temps de réagir, devenant une marionnette au service de Michael. Cette compétence, en parfaite opposition à celle de sa sœur Velzar, incarne l'accélération, conférant à Velgrind une maîtrise inégalée du feu et une vitesse fulgurante, d'où son titre de dragonne ardente. Capable de se déplacer à des vitesses frôlant celles de la lumière, Velgrind surpasse tous les dragons véritables en rapidité, une prouesse amplifiée par Raguel. Cette compétence lui permet de créer des barrières multicouches, d'une solidité exceptionnelle et, plus impressionnant encore, d'amplifier presque à l'infini la puissance d'un individu ou d'une attaque. Cette capacité d'amplification peut repousser les limites physiques d'un adversaire, le poussant à un état de surchauffe qui le consume littéralement de l'intérieur, transformant son propre pouvoir en une arme fatale. L'offensive dévastatrice de Raguel est tout aussi terrifiante. Une seule attaque amplifiée par cette compétence peut causer des dégâts cataclysmiques, annihilant tout sur son passage. Un exemple frappant de cette puissance est sa destruction sans effort de 50 niveaux du labyrinthe de la milice, une prouesse qui témoigne de son potentiel destructeur quasi illimité. À l'époque où elle servait comme bras droit de Rudra, sous l'influence de Michael, Velgrind a également accompli des exploits stupéfiants, comme vaincre sans difficulté les 3 démons primordiales, Testarossa, Carrera et Ultima, alors dans leur forme de duc démoniaque. Cependant, après que Ciel, l'évolution de Raphaël, eut transformé ces démons en véritables rois démons, un second affrontement contre Testarossa révéla une lutte bien plus serrée, prouvant que même Velgrind pouvait être défié par des adversaires d'un nouveau calibre. Pourtant, la seule entité capable de véritablement humilier Velgrind fut l'Imul Tempest. Lors de leur premier affrontement, la vitesse et la puissance brute des attaques de Velgrind mirent l'Imul en difficulté, au point que même Raphaël, la compétence ultime de l'Imul, sembla déstabilisée. Mais tout changea lorsque Raphaël évolua en ciel une mana d'une puissance intellectuelle inégalée et que l'Imul accéda au statut de véritable dragon. Grâce à l'incroyable capacité de calcul de Ciel, l'Imul retourna l'accélération de Velgrind contre elle, utilisant sa propre vitesse pour la défaire dans un combat d'une ingéniosité tactique rare. Cette victoire ne signa pas la fin de Velgrind, car elle possède une autre capacité exceptionnelle, existence parallèle. Cette compétence permet à son utilisateur de diviser sa conscience pour créer des doubles autonomes, appelés corps parallèles, chacun capable d'agir indépendamment tout en partageant les pensées et la conscience de l'original. Contrairement à des techniques comme les clones d'ombre de Soe, Existence parallèle va bien au-delà.
Chaque corps parallèle peut être considéré comme un réceptacle principal, capable de perdurer même si l'original est détruit. Avec une énergie potentielle dépassant les 60 millions, Velgrind peut créer jusqu'à 50 doubles, chacun conservant une puissance suffisante pour écraser un roi démon comme Clayman ou Carrion, et ce, sans restriction sur l'utilisation de ses compétences uniques ou ultimes. Le seul inconvénient est qu'un corps parallèle consomme 10% de l'énergie maximale de l'utilisateur, une perte définitive si le double est vaincu, mais récupérable si Velgrind le désactive volontairement. Lors de son combat contre Limul, celui-ci absorba l'un de ses corps parallèles, lui permettant de s'approprier le facteur draconique de Velgrind. Cette défaite libéra le double de l'emprise de Michael, révélant à Velgrind la vérité sur les actions de Rudra. Désireuse de ramener son roi bien-aimé, Velgrind s'allia à Limul pour retrouver l'âme complète de Rudra, fragmentée à travers le temps et l'espace du multivers. L'un de ces fragments s'était réincarné en Masayuki, le héros actuel de l'Ouest que Velgrind chérit profondément car il représente une facette de Rudra. Ce dernier, réincarné à maintes reprises au fil de plus de 2000 ans pour son jeu contre Gay Crimson, avait vu son âme et sa moralité s'éroder, facilitant la prise de contrôle par Michael. Cette alliance transforma Velgrind en une alliée de Tempest, à l'image de Veldora, d'autant plus que Masayuki travaillait pour Limul en explorant le donjon de la milice. Intégré à l'essence de Limul via la compétence ultime Azatos, Velgrind devint encore plus puissante sous l'influence de Ciel, capable d'éliminer les fantasmes des humains par la seule force de son aura cardinale. Un exemple frappant de cette puissance est sa création d'une barrière stellaire qui contient une Milim enragée, sauvant ainsi le monde cardinal d'une destruction imminente. Grâce à l'aide de Limul, Velgrind développa une nouvelle compétence, Ketuga, une évolution de Raguel. Cette compétence lui permet de voyager à travers les dimensions, à condition d'avoir un guide ou un lien avec la destination. Avec un cycle de magie optimisé par Limul, elle peut désormais fonctionner dans d'autres dimensions avec une consommation minimale d'énergie et sans subir de dégâts. Cette capacité fut cruciale pour sa quête, localiser et rassembler les fragments de l'âme de Rudra à travers le temps et l'espace, pour finalement les restituer à Masayuki, qu'elle protège à tout prix dans le contexte de la guerre du Tainma. Cependant, le volume 17, qui explore cette quête, s'attarde sur une intrigue secondaire dans un monde parallèle évoquant la Chine et le Japon, où des nations s'affrontent. Cette digression, centrée sur des cryptides et des fantômes, donne une impression de remplissage, avec des personnages secondaires qui peinent à captiver, laissant les fans sur leur faim face à l'absence de moments épiques. Veldora, le dragon des ouragans, est sans conteste l'un des personnages les plus charismatiques et puissants de l'univers Tensura. Incarnation même du chaos, ce colosse draconique est né avec une maîtrise innée du vent, de l'eau et de l'espace, des forces primordiales qu'il manipule avec une aisance déconcertante. Dès sa naissance, Veldora fut marqué par une agitation insatiable, une énergie débordante qui le poussait à déclencher des rampages destructeurs, provoquant des tempêtes dévastatrices qui balayaient tout sur leur passage. Pour les humains du monde cardinal, ces ravages étaient perçus comme des catastrophes naturelles, comparables à un ouragan ou une tornade, des phénomènes inévitables et tragiques. Mais derrière cette façade de force brute se cache une vérité plus nuancée. Veldora souffre d'une forme extrême d'hyperactivité, un trait qui, loin d'être maîtrisé, le rend imprévisible et chaotique, incapable de canaliser son énergie sans causer de dégâts. Cette impulsivité a souvent attiré les foudres de ses sœurs aînées, Velzar et Velgrind, qui n'hésitaient pas à intervenir pour corriger son comportement. Ces confrontations, loin d'être de simples remontrances fraternelles, ont laissé des cicatrices profondes chez Veldora. Les corrections brutales de Velzar, en particulier, qui le terrassaient à répétition pour réinitialiser sa personnalité, l'ont traumatisé au point qu'il tremble encore à la seule vue de sa sœur aînée. Même aujourd'hui, un simple regard de Velzar suffit à lui faire perdre ses moyens, une peur viscérale ancrée dans des millénaires de châtiment. L'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de Veldora eut lieu il y a environ 2000 ans, lorsqu'il s'en prit à la cité des vampires dirigée par Luminus Valentin. Par pur ennui, il réduisit en cendres cette ville, joyau de la reine vampire, déclenchant une vendetta éternelle de la part de Luminus. Toucher à son domaine était une erreur impardonnable, et cette rancune tenace envers Veldora perdure encore, un affront qu'elle n'oubliera jamais. Cependant,
L'événement le plus déterminant de son histoire avant sa rencontre avec Limul Tempest se produisit il y a 300 ans, lorsque l'Empire de l'Est lança une campagne d'expansion territoriale. Leurs armées, croisant la route de Veldora dans la forêt de Jura, furent annihilées sans effort par le dragon des ouragans. Face à cette menace incontrôlable, l'Empire dépêcha une héroïne pour sceller Veldora dans la prison infinie. Cette héroïne n'était autre que Chronoa, l'âme de Chloé Aubert, possédée par l'esprit de Hinata Sakaguchi, vieilli de 1700 ans à travers des boucles temporelles. Ce scellement marqua un tournant, immobilisant Veldora pendant des siècles. La libération de Veldora survint grâce à Limul Tempest, qui l'absorba dans son espace imaginaire, où le dragon vécut sans payer de loyer pendant 2 ans. Pendant cette période, la protection divine de Veldora, connue sous le nom de Crest of Storm, s'étendit à Limul et aux créatures qu'il nomma avant le volume 15. Nommer des monstres consomme une quantité colossale de magie, mais grâce aux réserves d'énergie de Veldora, Limul put accomplir cet exploit sans sourciller. L'évolution de Grand Sage en Raphaël permit finalement de briser les chaînes de la prison infinie, libérant Veldora et lui offrant un corps cloné de Limul pour l'habiter. Ainsi, Veldora rejoignit officiellement l'équipe de Tempest, devenant un atout inestimable. Grâce à un couloir d'âme reliant Veldora à Limul, les deux partagent désormais leur pouvoir, permettant à Limul d'utiliser des capacités comme la foudre noire, dès ses débuts. Cette connexion rend Veldora fonctionnellement immortelle, ses souvenirs étant stockés dans l'âme de Limul. Veldora peut être invoqué à l'infini, peu importe les dégâts qu'il subit, une capacité qui s'étendra plus tard à Velgrind, après la guerre contre l'Empire de l'Est. Sous sa forme humaine, Veldora a développé les arts mortels du style Veldora, un style de combat physique inspiré des mangas qu'il a découvert dans les souvenirs de Limul. Ce qui pourrait sembler enfantin, des techniques évoquant le Kamehameha ou le Hadoken, est en réalité une prouesse, transformant des concepts fictifs en un style de combat redoutable, capable de tenir tête à des adversaires comme Milim. L'ascension de Grand Sage en Raphaël puis en Ciel a également amplifié la puissance de Veldora. Sa compétence unique investigateur a vu son efficacité multipliée par 348, évoluant en la compétence Ultime Faust. Cette compétence permet à Veldora de manipuler la probabilité des événements à sa guise. Par exemple, il peut s'assurer qu'une pièce tombe toujours sur face, ou faire en sorte que 10 héros projectiles le manquent tous, comme il le fit contre Velgrind dans le volume 14. Cependant, face à des adversaires de force ou de volonté équivalente, Faust ne fait que doubler ses chances de succès, rendant les combats plus équilibrés. Depuis sa renaissance, Veldora est devenu un pilier de la puissance militaire de Tempest, gagnant le titre de divinité gardienne et servant de boss final dans le labyrinthe de la milice, où il a affronté et vaincu Hinata hors boucle temporelle avec une aisance déconcertante. Mais Veldora ne s'est pas arrêté là. Son entraînement intensif dans le labyrinthe de la milice, face à des adversaires comme Zegion, Apito et même Diablo, l'a poussé à des niveaux encore plus élevés. Grâce à la compétence ultime Azatos de Limul, Veldora a vu ses caractéristiques de forme de vie spirituelle modifiées. Limul a éliminé le risque de réinitialisation de l'ego, le noyau de l'âme, lors des réincarnations. Bien que les dragons véritables soient immortels, leur mort entraîne une réinitialisation de leur personnalité, un problème désormais résolu pour Veldora, tant que Limul reste intact. Cette protection fonctionne dans les deux sens, renforçant leur lien symbiotique. La compétence ultime Faust a également évolué en Nyarlathotep, roi du chaos, amplifiant encore davantage sa capacité à manipuler les probabilités. Cette nouvelle compétence permet à Veldora de transcender l'espace, le temps et les dimensions, lui conférant une résistance au arrêt du temps, une prouesse qu'il démontre dans son combat contre Dagruel. Ce dernier, bien que diminué à l'époque contemporaine, devient une menace colossale, en adoptant sa véritable forme d'Ashura après avoir absorbé ses frères. Veldora, qui s'entraînait avec Dagruel depuis des temps immémoriaux, continue de prouver qu'il est bien plus qu'un simple dragon impulsif, mais un atout stratégique et une force de la nature au service de Tempest. Veldora affronte alors une menace colossale en la personne de Dagruel, dont l'attaque dévastatrice, rupture de Khazar, fait trembler jusqu'à l'âme du dragon. Autrefois, une telle démonstration de puissance aurait suffi à pousser Veldora à fuir, terrifié
par l'ampleur de la menace. Mais les années passées aux côtés de Limul Tempest, ainsi que sa passion pour DBZ, ont transformé ce dragon impulsif. Inspiré par l'esprit indomptable de Goku et la loyauté de Limul envers ses compagnons, Veldora refuse d'abandonner ses compagnons, Shion et Luminus, face à un adversaire aussi redoutable. Ce combat entre deux calamités cosmiques est d'une telle intensité que l'énergie résiduelle de leur coup pourrait anéantir tout ce qui les entoure. Sans la barrière protectrice créée par Luminus, Shion et les autres combattants, qui ont uni leurs forces pour contenir cette puissance destructrice, aucun d'eux n'aurait survécu à l'onde de choc. Luminus elle-même, impressionnée par la maturité nouvelle de Veldora, le félicite pour avoir placé la protection de ses alliés avant tout, surpassant même Dagruel dans cet affrontement titanesque. C'est alors que Veldora déploie son attaque ultime, Paradoxe Fertile, une explosion d'énergie arc-en-ciel qui engloutit la région entière où se déroulait le combat. Cette attaque, incarnation de l'acceptation, absorbe les consciences de tout ce qu'elle touche, séparant les trois frères Ashura de Dagruel et provoquant une sensation d'extase chez Luminus, comme si l'âme du dragon des ouragans, calme au cœur du chaos, se manifestait dans cette lumière éclatante. L'impact de Paradoxe Fertile transforme radicalement le dominion de Dagruel, jadis un désert aride, en une terre verdoyante et luxuriante où la faune prospère désormais. Cette prouesse illustre non seulement la puissance brute de Veldora, mais aussi sa capacité à transcender sa nature destructrice pour apporter un renouveau. Mais l'histoire des dragons véritables ne s'arrête pas là. Un cinquième dragon véritable émerge. Limul Tempest, le dragon du néant. Cette transformation survient lors de l'invasion de Tempest par l'Empire de l'Est, relatée dans les volumes 13 à 15. Confronté à une situation désespérée où Veldora, manipulée par Michael, et Velgrind sous l'emprise de la même compétence se dresse contre lui, Limul doit affronter non pas un, mais deux dragons véritables. Contre toute attente, il triomphe des deux, une prouesse qui le propulse au rang de frère des dragons, un égal de Veldanava lui-même. Mais comment un simple slime a-t-il pu atteindre un tel statut? La réponse réside dans Raphaël, ou plutôt Ciel, sa forme évoluée. Face à l'immense défi que représentaient Veldora et Velgrind, Raphaël commença à douter de ses propres capacités. Pour renforcer sa confiance, Limul lui donna un nom, Ciel, transformant la compétence ultime en une mana, une entité consciente comparable à Michael. Cette évolution conféra à Ciel une maîtrise totale des infoparticules, les blocs fondamentaux de l'univers, lui permettant non seulement de les analyser, mais aussi de les manipuler à volonté. En tant que forme évoluée du roi du savoir Raphaël, Ciel domine l'ensemble des informations de l'univers, modifiant la réalité elle-même selon les besoins de Limul. Lors du combat contre Velgrind, alors que cette dernière déchaînait une attaque d'accélération surpuissante via Ragel, Ciel contre-attaqua en créant instantanément une compétence capable de surpasser celle de Velgrind, neutralisant son avantage. Pendant ce temps, Limul se concentrait sur la récupération de son meilleur ami Veldora. C'est à ce moment que Ciel, avec une audace presque désinvolte, proposa à Limul de devenir un dragon véritable. Abasourdi, Limul accepta, et Ciel, après avoir absorbé le noyau du dragon, du chaos de l'ancien compagnon de Milim, et analysé Veldora, réunit les éléments nécessaires pour transformer Limul. Cette ascension décupla sa puissance, lui conférant une compréhension profonde de la nature du monde et un contrôle sur l'espace, le temps et les éléments magiques grâce à sa nouvelle capacité, Libération Draconique. En absorbant Velgrind, Limul non seulement augmenta sa propre force, mais renforça également celle de Velgrind, tout en gagnant la capacité de l'invoquer et d'utiliser ses magicules et compétences, à l'image de ce qu'il partage avec Veldora. Mais ce n'était que le début. La compétence ultime Belzébuth de Limul évolua, transformant son estomac en un espace infini, une véritable dimension sous son contrôle. Plus impressionnante encore, plusieurs de ses compétences ultimes fusionnèrent pour donner naissance à Dieu du néant Azathoth, une capacité qui regroupe toutes les compétences draconiques et ultimes qu'il possède. Avec Azathoth, Limul domine l'espace et le temps à un niveau encore plus avancé, surpassant tout ce qu'il était capable de faire auparavant. Cette évolution marque un tournant décisif, renforçant l'hypothèse que Limul pourrait être une réincarnation de Veldanava. Pour
devenir un dragon véritable, il faut un ego ou une âme unique, capable de supporter la réalité elle-même, une qualité que Limul possède indéniablement. Selon la théorie de Feldway, la résurrection de Veldanava nécessite les 3 facteurs draconiques de Velzar, Veldora et Velgrind. Limul en détient déjà 2, et son retour du bout du temps en tant qu'entité numérique, un état similaire à celui de Veldanava, laisse présager qu'il pourrait bientôt obtenir celui de Velzar. De plus, la couleur draconique de Veldanava, un bleu éclatant, correspond étrangement à celle de Limul, un indice troublant qui alimente les spéculations sur leur lien. Pour connaître en détail tous les éléments qui montrent que Limul pourrait être Veldanava lui-même, veuillez regarder cette vidéo. Un immense merci à tous ceux qui soutiennent mon travail sur Patreon et à tous les membres officiels de la chaîne. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à continuer ce que je fais avec passion. Dédicace spéciale à Benny Kwasi et Ligien Slager. Abonnez au niveau dédicace, un énorme merci à vous pour votre fidélité. Si vous souhaitez vous aussi me soutenir, les liens pour vous abonner sur Patreon ou devenir membre de la chaîne sont disponibles dans la bio, ainsi que dans le post épinglé en commentaire. Merci à tous